Bonjour Marc Ladré de la Charrière. Bonjour. Vous êtes membre de l'Académie des Beaux-Arts, ambassadeur de la diversité culturelle de l'UNESCO et un des plus grands mécènes du monde de l'art éclectique. C'est une exposition événement au musée à Paris du Quai Branly Jacques Chirac. Ce sont vos œuvres pendant une quinzaine d'années glanées à travers le monde. Ce sont des œuvres d'art africain, d'art océanien, d'art primitif comme on dit. Et c'est une œuvre exceptionnelle que vous avez décidé de montrer à tous. Oui, parce que il faut savoir que ça faisait partie un peu de mon jardin secret. Et comme l'est indiqué dans le catalogue, ça faisait aussi partie du jardin secret de Jacques Chirac. Et à un moment, Jacques Chirac m'a dit à juste titre, il faut que tu fasses partager aux autres la collection que tu as créée dans ce domaine. Et j'avoue que j'arrive à un âge où aussi j'ai envie de faire partager aux autres la beauté de cette civilisation et la beauté des œuvres faites par cette civilisation. Alors on va regarder des images. Voilà l'exposition dans ce splendide musée du Quai Branly. C'est une collection du 21e siècle. C'est le titre donc de cette exposition. Pourquoi du 21e siècle alors qu'on a des œuvres qui datent du 16e, 17e siècle? Oui, je pense que Hélène Joubert, qui était la conservatrice qui a organisé cette exposition, a voulu montrer ce qu'était un collectionneur, entre guillemets, du 21e siècle, c'est-à-dire un collectionneur où elle mélange non seulement des œuvres d'art africain, des œuvres primitives, et aussi des œuvres qui remontent certaines à la période cycladique, c'est-à-dire qu'il y a 2500 ans, de la Grèce archaïque, jusqu'aux œuvres des artistes contemporains. Et donc, elle voulait montrer, et je crois qu'elle a réussi, qu'un collectionneur du XXIe siècle peut mélanger aussi bien chez lui ou à son bureau ou dans ses lieux de vie des œuvres qui remontent à l'époque cycladique, 2500 ans, en passant par la Grèce antique, en passant par les arts africains et en arrivant aux arts modernes. Oui, et cette collection qui est la vôtre est le fruit d'une passion incroyable. Et j'allais dire, vous vivez avec ces œuvres. Oui, j'y vis complètement, puisque cette passion, c'est une passion qui remonte à une quinzaine d'années et qui, grâce au fait que je suis un grand voyageur du monde, et puis d'autre part, grâce à des relations avec toute une série de personnes qui sont impliquées dans les arts primitifs, et ben progressivement, j'ai fait mienne, moi aussi, l'envie d'abandonner un peu mon corset mental d'occidental qui était formé par l'art classique pour élargir mon champ esthétique. Il y a Jacques Chirac qui vous a adressé une lettre qui est reproduite dans le magnifique catalogue publié chez Flammarion et qui vous écrit, il vous tutoie, et il vous dit: tu devrais, Marc, montrer ces œuvres parce que tu dois rendre justice à ces peuples injustement méprisés. C'est ce qu'écrit Jacques Chirac. C'est tout à fait vrai, il a tout à fait raison. Et vous savez pourquoi ils étaient méprisés, je dirais oubliés. Il y a deux grandes raisons. Il y a premièrement, c'est que ces civilisations ont connu le racisme. Il ne faut jamais oublier que pendant 3 siècles, jusque vers les années 1850, ces populations étaient destinées à être des esclaves au niveau de l'Amérique du Nord. Et puis il y a une deuxième période aussi qui a fait en sorte qu'il y a eu le colonialisme. Et le colonialisme a apporté certes quelques valeurs, mais a aussi tué toutes ces œuvres qui étaient considérées par les colons comme du fétichisme. Du décoratisme ou du fétichisme. Vous dites de ramener ça dans leur bureau, mais ils le mettaient à côté, ils ne mettaient pas à côté des œuvres classiques. Mais quand vous considérez que ces œuvres-là sont des fétiches, à ce moment-là, comment vous pouvez imaginer que ce sont des artistes qui les ont faits? Donc ces civilisations-là ont été totalement figées pendant 3 siècles. Et elles ont été redécouvertes il y a très peu de temps, puisqu'elles ont été recouvertes au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe par des artistes. Par exemple, le premier à avoir redécouvert les arts premiers, c'est Cézanne. Cézanne, lorsqu'il essaie de commencer à déconstruire les formes, si vous prenez l'exemple des grandes baigneuses, vous voyez déjà une déconstruction des formes qui ressemble un petit peu à ce que faisaient les artistes africains.
Et il faut évidemment pas oublier le plus important, à savoir le cubisme avec Braque et Picasso, où là, justement, les masques africains, hein, ils sont de la même langue que les Demoiselles d'Avignon, ou à l'heure actuelle, au musée de Bernard Arnault au jardin d'acclimatation, vous voyez une œuvre de Picasso, qui est la Dame à l'éventail, où vous voyez exactement la résonance complète avec des masques africains. Marc-Lédré Lacherquière, ces œuvres nous disent quoi pour aujourd'hui? On y voit des maternités, on y voit des personnages féminins, des pileuses de riz. Alors, ces œuvres, vous voyez, je crois qu'il faut remonter. Il y a cette pileuse de Mille, qui est une femme exceptionnelle, puisque on pense que c'est une femme, une jeune femme qui est une fille d'un roi et qui va se marier. Et ces œuvres, elles ont en règle générale 3 symboles, parce que les sculpteurs, puisque c'est essentiellement des sculpteurs, comme nous sommes dans une civilisation du non-écrit, à ce moment-là, l'artiste avait été un maître d'école. Il devait, à travers l'œuvre, hein, montrer aux jeunes quelles étaient les grandes valeurs de leur tribu ou de leur royauté. Deuxièmement, ils étaient des prêtres, parce qu'à travers la sculpture, ils permettaient, par les œuvres, d'aller vers l'invisible, c'est-à-dire vers les ancêtres ou vers les dieux. Et accessoirement, ce sont des artistes qui font des œuvres magnifiques. Et la pileuse de Mille dont vous parlez, c'est justement une femme, une jeune femme, qui est très grande, qui dépasse 1 mètre de haut, alors que ces sculptures de plus de 1 mètre sont en règle générale des sculptures royales, et qui a plusieurs missions. Premièrement, vous verrez quand les visiteurs iront la voir, elle a les seins oblongs. Ça veut dire qu'elle est capable de faire des enfants. Il y a aussi dans toutes ces sculptures des nombrils assez grands. Ça veut dire par là aussi qu'on peut faire des enfants. Mais en même temps, elle est pileuse de Mille. Et donc, pileuse de Mille, c'est qu'elle a la responsabilité de nourrir la tribu. Mais en même temps, elle pile des graines tout à fait religieuses, des graines spéciales. Et donc, par ces graines, il y a l'accès à l'invisible, donc aux ancêtres. C'est extraordinaire, hein. Vous êtes passionné, Marc-Lédré Lacherquière. Vous avez monté plein de fondations, Agir contre l'exclusion, pour l'éducation des jeunes défavorisés à l'artistique, dans les écoles. Vous êtes une des grandes fortunes du monde, on va le dire. On dit que vous possédez plus de 2,5 milliards. C'est vrai? De quoi? D'argent. Je ne sais pas, c'est ce que je lis. Ah oui, mais ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut rien dire, parce qu'en réalité, je ne possède pas d'argent, comme vous dites. Ça veut simplement dire que les affaires que j'ai créées depuis que je suis dans l'entreprise ont une capitalisation boursière, oui, hein, de cette valeur dont vous parlez. Oui, mais pourquoi vous consacrez autant, alors que d'autres ne le font pas? Finalement, au service, vous avez fondé SOS Racisme, vous vous battez pour l'insertion des jeunes défavorisés. Oui, mais écoutez, moi, je suis d'une vieille famille ardéchoise, bon, et qu'on n'a jamais fait dans notre famille, notre bonheur intérieur n'est pas dû exclusivement à la possession des choses. Au contraire, nous considérons que justement, lorsqu'il y a une réussite professionnelle, qui se traduit par l'argent dont vous parlez, mais l'important, c'est la réussite professionnelle. À partir de maintenant, ça donne des devoirs. Et les devoirs, c'est des engagements. Et les engagements, c'est se mettre au service de la cité. Et nous avons, dans mon groupe, moi-même et ma famille, considéré que le meilleur engagement, c'est de se mettre, de faire en sorte que la culture et les arts soient mis à l'honneur. Car j'ai moi-même l'intime conviction que la pratique des arts, la pratique de la culture permet d'arriver à une société plus juste, oui, plus harmonieuse, plus humaine. C'est ça votre but dans la vie? Une société plus juste, plus humaine? J'essaye, oui, c'est-à-dire j'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice commun de façon à arriver à une société beaucoup plus tolérante, qui accepte l'autre, qui combat les intolérances. Et c'est ça, à mon âge,
une de mes missions principales et un de mes bonheurs préférés. Oui. Mais vous dites l'art peut finalement changer les choses. Vous êtes l'un de ceux qui a fondé le musée du Louvre à Abu Dhabi. Vous défendez évidemment le Louvre à Paris. Vous êtes un des grands mécènes du Louvre. Vous dites le Louvre, d'ailleurs, c'est ma deuxième maison, hein, Oui, en quelque sorte. oui. Mais finalement, vous dites l'art peut améliorer la vie. Je vais vous donner un exemple. J'ai vraiment l'intime conviction que des pratiques artistiques changent la vie des gens. Et je vous prends l'exemple, nous avons créé une fondation il y a 10 ans, nous l'avons fêté, c'est son anniversaire au mois de novembre dernier, qui s'appelle la Fondation Culture et Diversité. Et cette fondation a pour objectif de permettre aux jeunes issus des milieux modestes, essentiellement issus des collèges d'éducation prioritaire, de faire des pratiques artistiques et culturelles. Et nous avons 28 000 jeunes qui sont passés à travers ces programmes. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces jeunes, premièrement, la majorité a pris confiance en eux. Et c'est la chose la plus importante parce que la confiance en soi permet l'épanouissement personnel. Et je vais vous donner un exemple encore plus précis. Sur les 28 000, il y en a à peu près 1 000 qui font de l'improvisation théâtrale avec Jamel Debbouze. Bien. L'improvisation théâtrale, c'est des matchs entre eux, de jeunes, où ils apprennent, ils sont obligés de parler français, ils sont obligés de se cultiver. Et qu'est-ce qu'on constate? Parce que par définition, on les suit après. Eh bien, les professeurs, leurs maîtres, nous disent tous que leur parcours scolaire s'est amélioré d'une manière considérable et que d'autre part, leur épanouissement personnel, maintenant ils lèvent le doigt alors qu'avant ils ne le levaient pas. Mais ça, vous le dites aux hommes politiques, ça, Marc Bien sûr. Parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de l'art dans les programmes, on n'entend pas beaucoup bien tout sûr, ça. Mais je milite, et je milite d'une manière extrêmement importante, tant auprès des hommes de droite que de gauche. Oui, vous êtes à la fois ami avec Jacques Chirac et avec Martine Aubry. Hein. Et avec François Fillon et François Hollande. Oui. Et je fais en sorte de militer pour que l'éducation artistique et culturelle soit une des options auprès du bac. C'est très difficile. Et je reconnais que nous sommes déjà arrivés à quelque chose d'important, puisque maintenant, depuis 1 an, le ministère de l'Éducation nationale a décidé qu'en dehors de la musique, en dehors du théâtre, il y a aussi maintenant tout ce qui touche l'improvisation théâtrale. Oui. C'est une chose sur laquelle il est fondamental. Vous arriverez à une société plus tolérante si vous acceptez qu'il n'y ait pas de discrimination artistique et culturelle. Oui, Marc-Léda de la Cherrière, vous êtes grand croix de la Légion d'honneur. Vous préféreriez qu'on dise simplement « je suis un humaniste » ? Je préfère de très loin d'être un humaniste, d'ailleurs. Vous remarquez que je n'ai vous pas... ne la portez pas. Que je ne la porte pas. C'est la plus grande distinction de la République. Oui, j'en suis extraordinairement fier, mais le plus important, c'est de se mettre au service de son pays et au service des autres. Parce que vous faisiez allusion avec le musée du Louvre à Abu Dhabi. Le Jacques Chirac, encore lui, il y a 10 ans, m'a proposé d'être le président du musée du Louvre à Abu Dhabi, qui sera ouvert l'année prochaine. Et ce musée du Louvre à Abu Dhabi est extrêmement intéressant parce qu'il se trouve au croisement, à Abu Dhabi, entre l'Orient et l'Occident. Abu Dhabi se trouve aussi au carrefour des routes de l'encens et de la soie. Et que donc les autorités émiriennes, avec le gouvernement français, bien sûr, ont décidé de faire un musée universel. Ça veut dire quoi, un musée universel? C'est-à-dire un musée où il y aura toutes des œuvres qui viendront de l'époque de la Grèce archaïque, par exemple, il y a 2500 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à maintenant, et qui traceront finalement l'humanité à travers les œuvres artistiques. Et c'est destiné naturellement sur le plan esthétique à montrer des œuvres de grande beauté, mais ça a une autre mission, ça a une autre ambition de permettre le dialogue des cultures entre l'Orient et l'Occident, de montrer qu'il y a une égale dignité des cultures et des civilisations. Et ça, c'est très important dans un monde violent aujourd'hui, dans un monde où l'on stigmatise, dans un monde où il y a du radicalisme. C'est important de financer des musées, comme vous le faites d'ailleurs en Tunisie ou ailleurs. Oui, c'est important de défendre le musée du Mali, par exemple. Exactement, nous avons. Mais c'est important parce que ça permet, je reconnais encore une fois,
que c'est des petites pierres sur l'édifice commun, ça permet de faire en sorte qu'il y ait des gens qui comprennent que le dialogue des cultures, le dialogue des civilisations, le respect de l'égale dignité des civilisations permet de lutter contre l'intolérance. Et Dieu sait qu'à l'heure actuelle, on en a bien besoin. Merci beaucoup, Marc Lanel-Lacherrière. Merci à Éclectique. Vous êtes un homme éclectique. Je ne sais pas, je pense que je suis ouvert. Hein. Merci un homme beaucoup. Ouvert sur les autres. J'essaye. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous.